Visionner des vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Dans un débat sur la politique dans nos pays africains surtout, il y a une phrase que j'ai placardée sur mes réseaux sociaux partout, que j'ai épinglée, et que je pense vraiment sincèrement. Je dis, nos pays ne sont pas sous-développés, ce sont nos mentalités qui le sont. Et je le pense vraiment. Vous savez, les hommes politiques, ce sont eux qui nous posent des problèmes. Soyons honnêtes, c'est eux qui nous posent des problèmes. Mais les hommes politiques, ils ne sont pas nés ex nihilo de quelque part. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des Ivoiriens. Ils ont fait tout le parcours culturel, social, depuis leur enfance, jusqu'à arriver à leur poste de décision. Donc ce sont des Ivoiriens. Ils sont le résultat de la société ivoirienne. Donc en réalité, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'il faudrait faire quelque chose spécifiquement aux politiciens. Non, en réalité, c'est sur le peuple même qu'il faut travailler. C'est pour ça que j'expliquais que parfois j'ai l'impression quand j'écoute les débats qu'on s'oriente beaucoup trop vers une solution superficielle, alors que le problème même là, il est très 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 profond, mais extrêmement profond. En termes de valeurs, c'est un choix. Vraiment, chaque société choisit ses valeurs. Si vous prenez par exemple les Allemands, les gens vont vous dire c'est des gens qui sont ponctuels. En Allemagne, arriver en retard, c'est on vous regarde avec des grands yeux, quoi. Des gens ponctuels, rigoureux. Vous prenez les Japonais, on vous dira c'est des gens, ils sont très polis. Moi, je suivais un documentaire où on m'expliquait que manger dans la rue au Japon, c'est un manque de respect envers ceux qui nettoient la rue. Parce que quand vous mangez, vous faites tomber des miettes qui vont salir le trottoir et donc qui vont incommoder ceux qui viennent derrière vous. Et certains ont dû voir des images, par exemple, des Japonais alignés comme ça en file d'attente. Mais c'est des choses qu'on ne voit pas en Côte d'Ivoire. Nous, on mange dans la rue, on jette nos affaires dans la rue. Qui n'a pas encore vu cette semaine quelqu'un jeter une bouteille d'eau ou un sachet d'eau dans la rue? Ailleurs, c'est inconcevable. Mais chez nous, c'est concevable. Donc, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui a 5 ans, qui est au fin fond de son village là-bas, qui a déjà commencé à jeter les choses dans la rue, il continue à le faire à 10 ans quand il rentre à l'école primaire, il le fait à 15 ans quand il est au lycée, il le fait à 20 ans quand il est à l'université, il continue à le faire quand il atteint 30 ans qu'il est au ministère, et il continue à le faire quand il atteint 40 ans et qu'il est, je sais pas moi, à la présidence ou ailleurs. Vous voyez, c'est pas par magie en fait. Et moi j'ai coutume de dire, vous ne pouvez pas prendre du gombo au marché et imaginer que vous allez mettre ça dans une casserole et puis vous allez faire de la sauce arachide. C'est impossible. Donc les valeurs là, c'est une décision qu'on prend ensemble en société et qu'on perpétue dans tous les rapports sociaux qu'on va avoir, y compris le rapport de domination entre ceux qui nous dirigent et nous. Parce qu'on peut inverser la tendance en fait. Et je vous invite à regarder. C'est pour ça qu'on dit souvent que le voyage, c'est la meilleure éducation. Parce que c'est quand vous voyagez que vous vous rendez compte que on vit totalement à part en fait. Et que vous pouvez maintenant faire du benchmarking, vous pouvez analyser ce que font les autres, savoir si c'est mieux, est-ce que vous devez continuer, est-ce que vous devez changer les choses. Donc c'est important tout ce brassage-là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense que les valeurs en politique, la seule valeur qui existe aujourd'hui, c'est l'argent. C'est l'argent malheureusement. Et moi, j'ai coutume de dire que les systèmes de sélection, c'est comment vous décidez le critère de sélection, c'est ce qui donne le résultat. Pour donner un exemple simple, si vous décidez vous décidez de n'épouser que des femmes qui font 1m80, on décide qu'en dessous de 1m80, là, les femmes qui sont là, elles sont plus mariables. On n'en veut plus. Nous, on veut 1m80 ou plus. Mais rien ne vous dit que ça va vous générer de l'intelligence. Vous m'entendez?
Vous m'entendez tapoter, hein, s'il vous plaît, plus ou moins un problème de réseau. petit Il a, il problème, a, petit souci. il On doit avoir a un un problème. souci technique. Je pense qu'il a un problème de réseau. Il doit avoir un problème de réseau. En attendant que ça se résolve, je vais vous demander de continuer de tapoter, il y a des demandes en bas, on a plein de demandes en bas. En tout cas, vraiment, ça témoigne de la qualité de ce qui est produit par notre invité. Excusez-moi, vous allez devoir refaire vos demandes parce que j'ai peur que s'il refasse sa demande, je ne puisse pas le voir. Donc, refaites vos demandes, s'il vous plaît. Refaites vos demandes, s'il vous plaît. Je vais le chercher dans les demandes. Je le fais remonter. Je le fais remonter. Merci à tous. Merci, monsieur Children, pour votre question, hein. Une question pertinente à laquelle monsieur Dohou était en train de répondre. Ça met un peu de temps. Merci à ceux qui tapotent. Je vois les cœurs monter et vraiment mon cœur est en joie quand je vois les cœurs monter. Allez-y, c'est bon, monsieur Dohou, c'est bon? Oui, mais désolé, Voilà. j'ai eu l'appel qui a coupé la connexion. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y. Non, oui, je terminais ce que je disais. Donc, vous voyez, c'est le critère de sélection qui permet d'avoir le résultat. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand on parle du cautionnement comme condition d'éligibilité, le fait d'avoir de l'argent ne veut pas dire qu'on a de bonnes idées, en fait. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de questionner, en réalité, le peuple ivoirien pour savoir quelle nation on veut devenir. Et j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas vraiment besoin de routes. On n'a pas vraiment besoin d'immeubles, on n'a pas besoin de construire de ponts. C'est pas de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin des urbanistes, des ingénieurs. Non, en réalité, les Ivoiriens ont besoin de psychologues et de sociologues. Pour comprendre, en fait, quel doit être le socle de notre société. On se base sur quoi? On en débat, on explique. Pour que l'enfant qui naît là, parce que les adultes là, ils sont déjà... C'est trop tard. Depuis l'enfance, il faut qu'un enfant se sente tiraillé, martyrisé par sa propre conscience quand il a une bouteille d'eau en main et qu'il a envie de la jeter par terre. Parce qu'il regarde les rues de son village, de sa ville, il regarde la cour de son école, il se rend compte que tout le monde met sa bouteille d'eau dans une poubelle. Et il faut qu'on puisse voir des enfants ivoiriens trimballer une bouteille vide sur plusieurs kilomètres pour trouver une poubelle. Le jour où vous arrivez à faire ça, cette valeur-là va se répercuter sur la politique. Si demain, la parole donnée est une valeur quasiment sacro-sainte, vous allez vous rendre compte que personne ne pourra aujourd'hui dire une chose et venir dire le contraire demain. Il aura beau verser tous les milliards qu'il veut, les gens lui diront non, nous ici, on ne supporte pas les menteurs. Et ça, c'est un travail que ne peut faire que le peuple lui-même. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Ok, merci bien pour la réponse. On va passer la parole à monsieur Mayeni. Mayeni, tu es là, mon frère Mayeni, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir à vous. Vas-y pour ta question. Tu as une minute pour ta question. Vas-y. D'accord, merci. Bon, monsieur Eric, bonsoir. Et merci Bonsoir. pour l'élaboration vraiment stratégique et technique que vous nous avez portée. J'ai une très, très grosse préoccupation. C'est que politique qui est... Oh là là. La malice politique qui s'est mise en place depuis un certain moment. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, là, on vous entend. Oui. La CEI. Voilà, je pense que tous les partis politiques de l'opposition, oh là là, tous les partis politiques de l'opposition ont tous le même objet, hein, c'est de dire que la CEI n'est pas crédible. Et aujourd'hui, avec le fait que
le parti au pouvoir a la facilité d'acheter les consciences. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'ai eu d'entretien de sensibilisation avec certaines Ah, ce sera difficile pour lui de... où j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous pensez du parrainage? D'accord, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez du parrainage? Et on me dit non, le parrainage, c'est comme un parrain de baptême ou bien un parrain de mariage. Je dis non. Comment on va faire pour faire comprendre à cette population en masse qui ne comprend pas de manière intellectuelle la politique du pays actuel que le parrainage est très, très, très subtil. Et ceux qui sont prêts à prendre 20 000 francs, il y a des personnes qui disent qu'ils sont prêts à prendre 20 000 francs et puis aller voter une autre personne. Alors qu'on t'a parrainé avec toute ton identité, mais le bulletin que tu mets dans le vote là-bas, là, le bulletin de vote, il ne montre pas ton identité. Donc, la personne que tu auras parrainée, croyant escroquer 20 000 francs, a des moyens techniques pour revendiquer sa légitimité en tant que vainqueur. Alors que toi, tu dis non, moi je ne l'ai pas voté, j'ai mis un bulletin dans l'une qui vote mon candidat. Mais regardez à quel niveau de compréhension notre jeunesse est. Et je parle d'une jeunesse qui se dit intellectuelle. Hein. Et donc, comment nous, on peut procéder pour amener... Parce que moi, je me fie à cette étape de nos vies où on sait qu'on sera vendu, on sait qu'on sera acheté. Comment nous qui sommes vraiment ancrés dans notre choix personnel, par exemple, moi je suis pour Tidiane, comment faire pour que tous ceux qui sont partisans de Tidiane ne soient pas soumis à ce genre de tractations malveillantes? Voilà un peu ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup, Maëli. C'est Merci. bon pour vous, M. Dorou? Merci. Oui, c'est bon. D'accord. J'ai compris dans votre question que vous avez parlé de... En fait, vous interrogez sur comment est-ce que on arrive à, je dirais, combattre cette marchandisation de l'élection, en tout cas de toutes ces étapes, hein, de toutes les étapes du processus. Ça ne passe que par un seul travail, c'est l'éducation. C'est pour ça que je parlais d'idéologie, en fait. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas forcer les gens à adhérer s'ils ne veulent pas adhérer. Et c'est aussi ça la démocratie. Hein. Si la majorité décide de vendre sa voix, qui êtes-vous pour décider ce que doit être la Côte d'Ivoire tout seul? Vous n'avez pas à décider tout seul. Vous décidez pour vous. Vous avez le droit, et c'est pour ça qu'on fait des campagnes électorales. Et d'ailleurs, c'est totalement ubuesque. C'est de la folie totale. Hein. Et j'ai vu quelques questions, ça me permettra de revenir dessus, quelques questions sur mon ancien parti. C'est totalement fou d'imaginer que la période officielle pour la campagne électorale, c'est entre 2 et 3 semaines, pendant que le parrainage, c'est un mois, et puis tout ce qu'il y a autour là, révision, machin, tout ça. C'est pour dire que le plus important même là, on nous autorise à le faire pendant 2-3 semaines. Déjà, c'est complètement fou en fait. Parce que l'élection, en réalité, c'est une rencontre entre le projet, les valeurs qui sont défendues et le peuple. Et c'est le peuple qui décide quel est le projet qui lui paraît le plus prometteur pour la suite. Donc, moi, je vous réponds simplement qu'il faut faire de l'éducation. Il faut commencer tôt. Il faut être implacable dans ça. Il faut mettre les gens face à leurs contradictions tous les jours, dans tous les cadeaux possibles. Et que pour moi, c'est la seule façon, très honnêtement, d'arriver un peu à sortir certains esprits de cette marchandisation de l'élection. Aujourd'hui, ça paraît tellement normal. C'est douloureux d'en parler. Hein. On le voit parfois, même pour des gens qui sont très, très engagés, de changer d'avis parce que l'homme politique qui suit n'est pas généreux. Donc il change de bord, il essaie de voir ailleurs, là où il peut avoir un peu plus. Et comme je disais, ça me permet de rebondir sur des commentaires que j'ai vus. J'ai quitté le parti Leader, très rapidement, j'ai quitté le parti Leader en septembre 2021, entre juillet et septembre 2021, à l'issue du congrès du parti. Le professeur Koulibaly avait déjà fait 2 mandats à la tête du parti, donc il s'en allait. Et il avait, en 2018, une dame, Madame Bekia, qui était notre présidente de parti. Et donc, tout naturellement, 3 ans plus tard, en 2021, il y avait le congrès pour désigner un nouveau président, changer les textes et tout ça. Donc, moi, personnellement, j'arrive à cette élection, à ce congrès,
avec d'abord l'envie de parler des valeurs et de comment je veux voir évoluer mon parti. Et une des, il y en avait beaucoup, mais une des modifications que je voulais apporter, c'était de dire, je pense que pour qu'on soit plus démocrate, il faut retirer des conditions d'éligibilité à la présidence du parti, il faut retirer la caution financière, pour leader c'était 3 millions, et à la place, je voudrais qu'on rajoute une disposition qui demande, c'est une sorte d'audition publique des différents candidats face aux militants, en ligne, comme par exemple comme ça, ou en présentiel, pour que les militants puissent poser des questions au candidat, que le candidat dévoile son projet sur les 3 ans pour le parti. Quand j'ai fini de prendre la parole sur ce sujet, quand j'ai dévoilé la disposition que je voulais voir, je me rappellerai toute ma vie, il y a un monsieur derrière, militant du parti, qui s'est levé et qui a crié dans la salle, ça, c'est prendre le risque qu'un pauvre soit notre président. Vous voyez, non? C'est une question de valeur, en fait. Est-ce que c'est l'argent qu'on veut ou est-ce que ce sont de bonnes idées qu'on veut? Si ce sont de bonnes idées, on enlève simplement la caution financière pour que tous ceux qui ont de bonnes idées puissent se présenter. Parce que je peux avoir une bonne idée, mais je peux ne pas avoir l'argent pour me présenter. Dans ce cas-là, je fais perdre le bénéfice de mes bonnes idées à la collectivité. Donc je vais juste faire cette petite parenthèse pour en même temps répondre à tous ceux qui me demandaient pourquoi est-ce que j'ai quitté mon parti. C'est aussi pour d'autres raisons, d'autres dispositions de nos textes qui ne me convenaient pas. Moi j'ai adhéré parce que le parti avait un ADN qui avait été inséminé précisément par le fondateur du parti, qui était le professeur Koulibaly. Et quand il s'est mis en retrait, certaines personnes ont pensé qu'il pouvait changer ces textes et modifier l'ADN du parti et puis le faire ressembler à tous les autres partis. Voilà. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord. Donc, à l'analyse de ce qui avait été, des changements qui avaient été faits, j'ai préféré partir parce que ça ne correspondait plus, en fait. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse. D'accord. Pour rebondir sur la même question, Madame Estelle, vous êtes là, vous pouvez démuter votre micro, rebondir en 2 minutes pour qu'on puisse passer la parole. Parce que Ok. Merci. Vous m'entendez? Oui, vous Oui, on entendez. vous entend. Oui. Ok. Merci, ma voix compte. Merci, monsieur Eric Ange-Dohou. Merci à tous ceux qui sont présents. En fait, j'avais voulu prendre la parole pour apporter une contribution sur les questions de parrainage et d'achat de conscience. Je suis Dr Cabran, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la présidente du réseau universitaire des Thiamistes, donc sensible à tout ce que M. Thiam fait. Pour parler d'achat de conscience, je pense que notre société est mise à mal depuis que ce gouvernement existe. Vous savez, on a dit il n'y a de richesse que d'hommes. Il n'y a de richesse que d'hommes. Et les personnes qu'on a aujourd'hui, les jeunes qu'on a aujourd'hui, ont été abreuvés à l'idéologie de la facilité à travers l'école. Moi, je suis enseignante à l'université, mais quand vous prenez les étudiants qui ont été enseignés depuis 10-15 ans, à qui on a appris la facilité, à qui on a dit on vous apprend le son et non pas l'orthographe. Ces choses-là ont contribué à abrutir notre jeunesse. C'est vrai que je ne suis pas très vieille, je ne suis pas très âgée, mais pour les jeunes, les plus jeunes, ça a été un mécanisme pour les rendre plus paresseux. Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle la politique de diversion, la stratégie de la diversion. Et je pense que le gouvernement actuel utilise cette stratégie de diversion. Depuis l'école, on leur apprend des choses à la facilité. Et puis, dans nos télévisions, sur les médias, on nous partage des choses qui vont occuper notre esprit et qui vont nous empêcher de réfléchir. Et aujourd'hui, la jeunesse est victime de cette situation. Donc, quand un jeune à qui on a appris la facilité, un jeune à qui un jeune pour qui on a
comment on m'a dit ça? On a utilisé une partie de son cerveau pour tout ce qui est divertissement. Quand on met un billet de 2000 francs, il accepte tout de suite. Et tout à l'heure, M. Gou quelqu'un parlait de 20 000 francs et autres, mais c'est pas 20 000 francs. Au moment même où on faisait la RLE, il y a des jeunes étudiants qui disaient à qui on donnait 2 000 francs et à qui on retirait le bulletin de vote. Juste pour 2 000 francs. Mais parce qu'on leur a appris la facilité, parce qu'on ne leur a pas appris le fait qu'on puisse travailler durement et gagner sa vie. Donc ça, c'est un problème assez important, assez crucial pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Et nous, j'ai pris la parole en tant que Tiamiste, en tant que présidente du réseau universel Tiamis. C'est pour ça qu'on a mis en place ce réseau-là, pour éduquer notre jeunesse, pour leur parler, pour leur dire que c'est au bout de l'effort que se trouve la victoire, la réussite. Et que la jeunesse ne devait pas être soumise à ces politiciens aux dents crochues qui vont les acheter avec des miettes. Parce que quand on te donne 2 000 francs et qu'on te retire ta carte de vote, c'est comme si on te retirait 5 ans de ton avenir. Donc, comme M. Gou l'a dit, c'est l'éducation. Il faut rééduquer la jeunesse. Moi, j'encourage toutes les personnes qui ont le temps, qui ont la possibilité d'éduquer la jeunesse, de créer des groupes, de leur parler, de discuter avec eux et de leur dire qu'on peut trouver des solutions autres que les 2 000 francs. Et logiquement, il faut pouvoir voter la personne idéale. La personne idéale, quelqu'un qui a fait déjà ses preuves depuis son enfance jusqu'au niveau du ministère, jusqu'au niveau à l'international, qui a montré qu'avec le travail, on pouvait sortir de son carcan. On pouvait être heureux, on pouvait briller. C'est cette personne-là, ce sont ces personnes-là qu'on devrait pouvoir élire à la tête de nos pays. Ces personnes qui peuvent changer l'éducation dès le bas âge. Parce que M. Gou l'a dit, c'est la jeunesse qui doit pouvoir, la population qui doit pouvoir faire changer les choses. Mais les gouvernants ont un rôle très important à jouer. Parce que ce sont eux qui modèrent les systèmes. En quelques secondes, vous allez chuter pour qu'on puisse passer la parole aux autres pour poser leurs questions. Ok. Donc c'est pour dire que l'éducation est un élément très important à prendre en compte dans ce qu'on est en train de faire. La sensibilisation, il faut continuer de sensibiliser. Et puis pour le parrainage, oui, c'est ça. C'est juste ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. On va enchaîner avec Yahi, monsieur ou madame Yahi, qui est monté. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là déjà? Vous pouvez démuter votre micro, s'il vous plaît, pour votre question. Madame Yahi Georgette, je pense. Madame Yahi Georgette est là. D'accord, je pense qu'elle n'est pas là. Vous n'arrivez pas à démuter votre micro, j'ai l'impression. Attendez, je vous envoyer une demande de micro. C'est fait. Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez mettre en commentaire si vous m'entendez. Vous pouvez le marquer en commentaire, s'il vous plaît. Alors, on va passer la parole à Onsan, mon frère Onsan, qui est monté. Onsan, vas-y, si tu peux démuter ton micro, si tu es là. Onsan, tu es là? Est-ce que Onsan est là? Oui, bonjour, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Ok, on t'entend bien. 5 sur 5, vas-y. Ok, déjà, merci à la team Tiamiste du net. Ma voix compte également, Madame Estelle, Yahi et tous ceux du panel. C'est une très très belle émission. Et je profite de l'occasion pour saluer en particulier mon très cher ami Eric Angelou. Je suis très ravi de te revoir depuis tout ce temps. Je suis très heureux en tout cas de te voir ici. J'avais échangé en aparté avec ma voix compte à ce sujet. Quand elle m'a envoyé le flyer, j'ai dit bon, c'est quand même particulier parce que c'est mon frère. Donc je viendrai l'écouter assidûment, sagement. J'ai bien fait de l'écouter, j'ai vu qu'il n'a pas perdu de sa superbe. Alors, bon, je vais profiter de l'occasion pour en même temps te poser 2-3 questions. Alors, on a vu en fait le 10 juin un communiqué de la commission électorale indépendante concernant en fait
voilà, la déclaration de certains candidats et pour pouvoir entamer la procédure en ce qui concerne les parrainages et la désignation en fait des coordonnateurs. Nous avions par la suite en fait, puisque la date butoir était le 20 juin, nous avions en fait les dates du 21, du 22 juin qui concernant en fait le congrès du RHDP parti au pouvoir. Donc à partir de ce moment, on disait que le RHDP était forclos puisqu'ils n'avaient pas le temps de désigner. Nous avons vu par la suite monsieur Alain Dogou, qui est membre de cette commission électorale indépendante, sur un plateau télé, indiquer qu'il n'en était pas le cas. Bon, moi j'ai fait quelques recherches en ce qui concerne les parrainages. J'ai vu qu'on son article 54 du code électoral, on nous disait tout simplement qu'il fallait en fait la déclaration d'un candidat avant toute chose entamer cette procédure en fait du parrainage, parce que les électeurs ont nécessairement besoin de savoir qui sont les candidats déclarés. Donc je veux savoir qui d'Alain Dogou ou de l'article 54 de ce code électoral dit vrai. Ma seconde question, je veux avoir ton point de vue en ce qui concerne actuellement la situation politique en Côte d'Ivoire. Nous savons que pas mal de candidats de l'opposition, pour des raisons X ou Y, sont écartés. Hein. On va parler de certaines raisons juridiques. On va aussi faire cas de l'article, si je m'abuse, 61, hein, c'est ça, l'article 61 concernant Tidiane. C'est que l'article 48, si je m'abuse, c'est ça. C'est l'article 61 ou 48, là j'ai un trou de mémoire. 48. Oui, l'article 48, voilà, merci. Oui, 48 en fait de la Constitution de 61, c'est ça. Voilà, de 61. Donc je veux savoir. C'est le code de nationalité. Par rapport à tout cela, cette ambiance aujourd'hui. Le code de nationalité, pardon, merci pour la précision. Je veux savoir en fait, toi qui es sur place, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler en fait d'une mascarade politique, d'accord, en essayant de pondérer en fait tes propos, ou on peut dire qu'aujourd'hui les textes sont respectés et que nous sommes dans un environnement qui est sain. Voilà, merci. Merci à toi. Et vraiment, je suis très heureux de te retrouver encore toujours là où le débat s'est fait sur la démocratie. Pour répondre à tes questions, la première question qui concerne donc le choix des coordonnateurs centraux, je pense que le courrier de la CEI a été fait un peu dans la précipitation et qu'ils n'ont pas mesuré parce que selon le code électoral, le dépôt en fait, il n'y a pas d'obligation de déclarer sa candidature. La déclaration de candidature, elle dépend de chaque candidat. Voilà. On peut attendre le dernier moment pour déclarer sa candidature. Ce qui est légal, c'est le dépôt de la candidature. Vous avez un délai pour déposer votre candidature. Vous pouvez annoncer votre candidat à n'importe quel moment. Vous pouvez l'annoncer même la veille du scrutin. Ça, c'est votre problème. Voilà. Donc, logiquement, dans les pays sérieux, on annonce les candidatures quasiment un an à l'avance, le temps de préparer le candidat, de travailler sur sa communication, de rencontrer les populations et tout ça. Chez nous, c'est toujours de façon, pour moi, inexplicable, c'est toujours un jeu du chat et de la souris pour savoir qui est candidat, qui n'est pas candidat. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de ses opinions, le courage des combats qu'on veut mener. Et quand quelqu'un est candidat, il doit dire très clairement, très rapidement qu'il est candidat, de sorte qu'on puisse, nous, société civile, les journalistes, le peuple, lui poser des questions sur ce qu'il compte faire, si on doit lui apporter notre caution à l'élection. Ce qui s'est passé, je vais rappeler quelque chose qui s'est passé en 2020. J'étais, comme je l'ai dit, un coordonnateur central pour la candidature du procès Mamadou Coulibaly. Et je crois que je vais être coupé encore. Voilà. Est-ce que... Il a reçu un appel, je crois que ça a coupé. Il est là. Je suis toujours en ligne? Oui, vous êtes là. Donc, en 2020, l'ancien Premier ministre Amadou Coulibaly décède. Je crois que c'était le 7 juillet à peu près, si je ne me trompe pas de date. Le 16 juillet, il y a, ou le 13 juillet, il y a la sortie du décret. Il y a un décret qui sort, puisque le parrainage était totalement nouveau, hein, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Donc le 13 juillet, si je me souviens bien de la date, il y a un décret qui sort, qui est le décret qui explique les modalités du parrainage.
Excusez-moi, je sais pas pourquoi il y a un chapeau de cowboy qui passe. C'est normal. Et donc, Ce sont les cadeaux, c'est normal. d'accord. Bon, Oui, vous inquiétez désolé, pas. j'étais pas habitué. Oui. Et donc, le 13 juillet, il y a le décret qui sort. Donc nous, automatiquement, comme on était concentré sur cette affaire-là, voilà, on s'attaque au décret, on le regarde dans tous les sens, on essaie de comprendre certaines choses. Et à ce moment-là, dès que le décret sort, la CEI fait une chose totalement normale, pour laquelle on peut quand même l'applaudir, pas que des mauvaises choses. Elle organise une formation. Mais la formation de la CEI n'est pas destinée à tout le monde. Elle est destinée aux coordonnateurs centraux. De sorte qu'eux-mêmes puissent former demain les coordonnateurs délégués qui seront sur le terrain. Donc, dès le 16 juin, qui est un lundi, il y a le communiqué de la CEI qui nous dit « Chers candidats, nous sommes ouverts pour vous donner votre kit de parrainage et vous donner une formation à ce sujet. Donc, à partir de demain 17, vous pouvez passer, prendre votre kit. Mais passer, prendre un kit de parrainage ne veut pas dire qu'on sera candidat. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que on veut être candidat. Mais on n'a pas encore déclaré être candidat. On peut abandonner en cours de route. Donc, moi, j'y vais. J'y suis allé 3 ou 4 jours après, donc autour du 21 au 22 juillet. Et sachant que durant cette période, il y avait le deuil. Monsieur Daoud, de quelle année? L'année, s'il vous plaît. 2020, on est en 2020. C'est ça. Donc, 21 au 22 juillet 2020, on était encore en plein dans l'émotion de la perte de Amadou Gon Coulibaly, et le RHDP communiquait sur les chaînes nationales et partout que le parti se réunissait pour réfléchir à la candidature qu'il fallait, en fait. C'était ça, on se demandait qui allait remplacer Amadou Gon Coulibaly pour l'élection. Mais le processus était déjà en cours. Et donc, le 21-22 juillet, moi, je vais à la CEI, et en tant que coordonnateur central, je dois remplir une fiche d'émargement pour dire, je suis Éric Dehoux, je viens au nom de tel candidat, et je viens retirer le kit de parrainage, et je m'inscris en même temps à la formation pour comprendre le parrainage. Sauf que moi, j'ai une liste devant moi, donc forcément, je regarde ceux qui sont venus avant moi. Et dans la liste de ceux qui avaient retiré le kit de parrainage de leur candidat avant le kit de parrainage du professeur Coulibaly, il y avait un nom de quelqu'un qui est finalement devenu président de la République. Donc, pour vous dire que je pense qu'ils ne se sont pas compris, là on parle aujourd'hui de 2025, je pense qu'ils ne se sont pas forcément, n'ont pas fait attention lors du choix des mots. Je pense qu'ils ne disaient pas qu'il fallait les candidatures, parce qu'en réellement, c'est pas d'un point de vue légal, on n'a pas obligation de déclarer une candidature à la CEI. Non, la CEI ne prend pas de déclaration de candidature. La CEI récupère des dépôts de candidature. Et c'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures. Donc, je pense que peut-être encore une fois par incompétence, par négligence, invoquez ce que vous voulez, ils ont fait un courrier, peut-être que c'est un stagiaire qui a rédigé, je ne sais pas, mais en fait, je pense que c'est juste une erreur. Voilà. Ils voulaient dire, venez déposer, si vous voulez participer à la formation, venez déposer la liste de vos coordonnateurs centraux pour qu'on puisse organiser logistiquement les formations. Je pense que c'était surtout ça qu'ils voulaient dire. Donc, clairement, voilà, on va leur donner le bénéfice du doute, même si, comme j'ai dit, on a suffisamment de raisons de douter d'eux. Mais pour cette fois-ci, c'est assez gros pour croire que on peut leur imputer cet argument-là pour dire que la future candidature d'Alassane Ouattara serait fort clos. Non, je ne pense pas. Par contre, je reste persuadé, je l'ai dit ailleurs, je le dis encore ici, je reste persuadé que déjà le candidat pour le RHDP est déjà connu. Bien avant le congrès, les pré-meetings qu'ils ont fait et autres, il est déjà connu. Maintenant, ils sont dans un storytelling. Et il faut avoir l'habitude de voir des campagnes pour le sentir. C'est un storytelling qui doit prendre son temps pour s'installer dans l'esprit des gens. On ne fait pas une réflexion profonde en 24 heures. On l'a fait en plusieurs jours, voire en 2 ou 3 semaines. Donc voilà. Vous avez des gens qui se sont réunis à travers le monde. Ils ont montré des images, des rassemblements à Paris, en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont eux-mêmes donné leurs chiffres. Je crois qu'il y avait 15 000 personnes à Paris. Il y en avait 200 000. J'ai entendu un chroniqueur sur Effet TV dire qu'il y avait 200 000 personnes au stade des BIMP lors du congrès. Il y en avait d'autres voilà, à travers le pays. C'est juste une manière de dire, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Et ces gens-là me demandent d'être candidat. Pas pour
et là je vais avec le sourire ressortir les mots de l'ancien Premier ministre Patrick Hachi, le faites pas pour eux qui ont demandé, faites-le pour Dieu. Voilà, donc là, vraiment, c'est une histoire qu'on nous a racontée, une belle histoire larmoyante. Soit il le fait pour le peuple, soit il le fait carrément pour Dieu. Bon. Là, je vous laisse juger de la pertinence de l'argument. Deuxième chose, tu me parlais des candidats écartés. Il faut le reconnaître, au RHDP, ce sont de bons stratèges. Ce sont de bons stratèges. Déjà, c'est vrai qu'en même temps, c'est facile parce que c'est eux qui écrivent les règles. Donc, les règles qu'on écrit, c'est rarement à soi qu'on se les applique. Bon, d'accord. Mais je pense qu'ils ont été plutôt stratèges. Je pense que dès les premières heures, je pense pas qu'ils aient commencé à réfléchir à l'élection de 2025 en janvier, quoi. Ils ont commencé à réfléchir depuis plusieurs années déjà. Ils ont commencé déjà à regarder quels sont les candidats qui commençaient à se montrer dangereux. Et ils ont commencé tout de suite à fouiller dans le passé des uns et des autres pour trouver quel élément qu'on pouvait lui imputer pour l'éliminer. Ça a toujours été comme ça et je pense que n'importe quel autre candidat se serait comporté comme ça. C'est tout à fait normal. Là où ça devient malsain, c'est lorsque on fait exprès d'interpréter la loi. Là, on n'est pas dans ce cas-là, très sincèrement. Je pense que ça a été une erreur grave de l'équipe qui entourait le président Thiam, de ne pas avoir pensé que tout serait mis au point pour l'éliminer. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça, mais ça m'a paru assez cavalier d'arriver sur la scène comme ça, face au RHDP, en laissant des indices aussi probants sur l'élimination, en fait. C'est clair que moi, particulièrement, j'ai appris l'existence de l'article 48 du Code de la nationalité. Je l'ai appris cette année, en fait. On m'a démontré, et c'est vrai que cet article avait déjà été utilisé il y a quelques années. Je pense que c'était en 2023 pour une élection législative ou municipale, je ne sais plus, et un candidat. C'était pas en 2023, hein, c'était plutôt en 2013. Ah, ok, d'accord. 2013. C'est l'affaire Thioté, la jurisprudence Thioté. Voilà, j'avais pas la référence, mais ouais, ça avait déjà été utilisé. Et donc là, c'est difficile de botter l'argument en touche parce que, bah oui, si la loi a déjà été utilisée, elle va forcément s'appliquer entièrement. Et je pense que c'est vraiment une erreur de l'équipe du président Thiam de ne pas avoir repéré ce danger-là un peu plus en amont, en fait. Après, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour revenir, pour effacer ce truc? Honnêtement, je ne pense pas que la CEI, dans l'état d'esprit que je vois là, je ne pense pas que la CEI et le parti au pouvoir vont vraiment aussi facilement baisser les bras et puis réintégrer le président Thiam sur la liste électorale. Très honnêtement, tel que je le vois, quand j'analyse les éléments de langage du président de la CEI, parce que c'est lui qui s'exprime le plus, il n'a pas envie de changer une seule seconde sur son calendrier électoral. Il veut aller au bout du truc. Et c'est ce qui justement a mené au couac du courrier qu'ils ont rédigé, parce qu'ils allaient tellement vite que à la place d'inscrire vos coordinateurs centraux, ils ont mis candidature. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Ils sont trop pressés, ils ont un agenda, ils veulent le respecter. Très sincèrement, moi je pense que ça fait partie d'une stratégie qui a toujours été celle du parti au pouvoir, c'est de décourager les Ivoiriens d'aller aux urnes. Parce que très clairement, je pense que nous les Ivoiriens, on a souvent tendance à ne pas participer à une élection quand on n'a pas notre candidat numéro 1 qui y est. Donc automatiquement, on abandonne, on boycotte, et ainsi de suite. Et le boycott profite toujours largement au RHDP. Parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de quorum en réalité. Puisque le vote n'est pas obligatoire. Donc si sur 8 millions d'électeurs, il n'y en a que 2 millions qui votent, le résultat de l'élection sera calculé sur les 2 millions qui votent. Et s'ils arrivent à avoir 1 million et quelques, bah, ils auront, je sais pas moi, 50, 60, 70% de trucs. Et donc pour moi, c'est clairement une stratégie délibérée d'éliminer le plus de candidats de l'opposition possible pour justement démotiver les Ivoiriens d'aller aux urnes et
tout simplement réitérer l'exploit qu'ils ont fait en 2020, c'est-à-dire de tenir l'élection coûte que coûte. Ils se disent que de façon sécuritaire, ils ont ce qu'il faut pour maintenir l'ordre et mener l'élection jusqu'au bout. Et puis gérer le reste après, quoi. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'idéologie par rapport à cette élection. Je pense que, très sincèrement, on peut invoquer, je sais que c'est pas une chose que les militants de certains partis aiment entendre, mais je pense sincèrement que on peut quand même s'inspirer de l'exemple sénégalais, en partant du principe que le plus important aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est une alternance. C'est ça le plus important. Il nous faut une alternance pour pouvoir justement faire revenir nos textes constitutionnels, électoraux et tout ce que vous voulez, qui soient meilleurs pour le futur. Voilà. Et comme on l'avait fait au début du panel, s'assurer qu'une loi qui a été légitimée parce que votée est réellement pertinente et morale, de sorte que tous les citoyens se retrouvent objectivement en elle. Et quand ça c'est pas fait, oui, il y a une fracture sociale et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est rouge, il y en a qui le voient bleu, quoi. Voilà. Et vous aurez beau expliquer que c'est rouge, eux ils voient ça bleu parce qu'ils ne croient que ce qui vient de leur camp, en fait. Voilà. Donc pour te répondre, malheureusement, le président Thiam est tombé dans le piège qui lui était tendu. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Je sais que voilà, il est entouré d'une équipe de gens qui sont compétents, qui connaissent la politique ivoirienne. Moi, très sincèrement, je suis plutôt pressé aujourd'hui de laisser tomber de côté tous ces débats-là pour justement forcer le parti au pouvoir à discuter bilan, discuter projet, et que tant qu'on n'a pas réglé ces questions d'éligibilité, personne ne pourra véritablement mettre autre chose sur le devant de la scène. Pour terminer, je dirais, on avait entamé une caravane en Côte d'Ivoire avec mon association pour justement expliquer le code électoral aux personnes, leur expliquer les détails, comment est-ce que ça se passe, les étapes et tout ça. Et dès l'instant où justement le débat sur l'article 48 a commencé, les personnes qu'on a commencé à rencontrer dans les pré-rencontres avant d'organiser les manifestations nous ont dit, quoi, mais vous venez nous parler du code électoral, vous venez nous parler des valeurs à promouvoir en politique, mais vous voyez qu'ils sont en train d'éliminer notre candidat et puis vous venez nous parler de ça. Donc en réalité, vous êtes envoyé par le parti au pouvoir pour nous obliger un peu à y aller, voilà, même si notre candidat a été éliminé, quoi. Donc ça fait que malheureusement on a dû arrêter parce que plus personne n'était intéressé pour parler code électoral ou bien pour parler projet de société, en fait. Les gens se disaient non, réglons d'abord les problèmes d'éligibilité et puis après on parlera maintenant du bilan, des idées, des programmes. Ok, merci bien. On va passer. Moi, je vais vous dire merci, je vais profiter de descendre. D'accord. Je vais juste descendre, je vais dire merci en tout cas à ma voix compte et à la team Tiamis du Net qui a fait un gros travail parce que Eric, c'est une pépite, hein. Il n'est pas très. Il est pas. C'est dommage même qu'il soit pas très connu par la plupart des jeunes, mais c'est vraiment une pépite et bravo à la team Tiamis du Net pour le travail que vous faites. Et je suis très ravi qu'il soit là et puis je pense qu'Eric, on se verra en inbox et bravo à toi, ma voix compte et à toute l'équipe de la team Tiamis du Net. Je suis très ravi en tout cas. Je vais suivre en bas. Oui, merci. mais instant, je suis en train de demander, je suis en train de faire une doléance à Eric, à Monsieur Dohou, pour le thème sur l'état civil. Je t'en avais... Ah oui, ça tu y tiens. Mais il va accepter, il n'a pas le choix. Il en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, j'ai profité pour vous proposer comme ça que vous veniez tous les deux comme invités sur le panel. Mais je pense qu'il n'aura pas le choix parce que là maintenant je l'ai attrapé ici parce qu'on se connaît sur Facebook, on se connaît mieux sur Facebook. Je vais l'attraper ici, je vais le convaincre. T'inquiète pas, ma voix compte et la team Tiamis, on va préparer ça sera une très belle émission. Merci d'avance. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup les vaillants, à vous vaillants patriotes. On va passer la parole à Monsieur Andy. Monsieur Andy, vous êtes là?
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Pouvez-vous Bonsoir. votre micro? Bonsoir, Monsieur Andy. Allez-y pour votre question à Monsieur Dohou. Monsieur Dohou, vous nous accordez combien de temps pour qu'on puisse prévenir? On est là, on est encore là. D'accord. Vous nous prévenez, hein? Non, on est là. Bonsoir, Allez-y, bonsoir, monsieur votre Eric. question. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bon, ma question, bon, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est une compréhension. Je veux mieux comprendre les choses. Dans votre propos, vous avez dit que ce sont l'entourage, je peux dire l'entourage du président, si j'ai bien compris, qui ne s'est pas apprêté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu le piège tendu par le RHDP concernant la nationalité du président Thiam. Ils ne se sont pas apprêtés. Mais moi, je pense que, selon ma compréhension, je pense que ce piège a été mis, quel que soit l'issue, c'est un piège. Ça veut dire que moi, je ne peux pas me barricader, sachant très bien que l'ennemi ne peut rien. C'est-à-dire que les attaques de l'ennemi ne peuvent pas m'atteindre. Je ne sais pas si on se comprend. Le président Thiam, l'article 48 ne s'applique pas à lui. Donc, pourquoi se barricader? Si l'article 48 s'appliquait à lui, je pense que il aurait trouvé les solutions pour pouvoir l'éviter. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que quand moi j'ai lu l'article 48, j'ai lu ça à plusieurs reprises. J'ai compris que le piège était déjà tendu, quelle que soit l'issue, ils allaient l'écarter. Parce que l'article ne s'applique pas à lui. Lui-même, le concerné, l'a dit. Donc, dire que l'entourage du président Thiam n'a pas été vigilant, je ne trouve pas ça trop juste, parce que je me dis que Maître Blessing, quand même, connaît. Et l'entourage du président Thiam aussi sait. Donc, si eux-mêmes savent que l'article 48 ne s'applique pas à lui, voyez-vous un peu les procédures qu'ils ont dû mener par rapport au report de, comment dirais-je, par rapport à la liste provisoire, par rapport à la justice. Quand on lit tout ça, on comprend que c'est une stratégie pure et simple de l'éliminer. Maintenant, comme le président Thiam ne veut pas s'inscrire dans une posture de violence, voilà pourquoi il utilise les voies et moyens de façon pacifique pour pouvoir régler la situation. Maintenant, la question que je pose à M. Eric, pensez-vous de façon objective que tous les candidats, c'est-à-dire que de l'opposition qu'ils ont écartés, pensez-vous de façon objective qu'ils vont permettre que le président Alassane Ouattara soit candidat et qu'il y ait une élection transparente? Merci. Pardon, juste une petite précision sur la dernière question. Vous demandiez si ce sont les candidats qui vont permettre qu'Alassane Ouattara soit candidat, c'est ça? Non, je demande, puisque les candidats sont représentés, c'est nous qui faisons les candidats. C'est-à-dire que est-ce que la population de tous ces candidats qui ont été écartés vont permettre à ce que le président soit candidat aussi? C'est ce que je voulais savoir pour... Ok. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes tous des hommes, nous sommes tous faillibles. Pour moi, le plus gros des péchés, c'est la certitude. Dès l'instant où vous dites, je suis certain, vous êtes déjà en train de faire une erreur. Quelqu'un qui estime ne jamais commettre d'erreur est déjà en train d'en commettre une. On est tous faillibles. Très sincèrement, même si, et encore ça reste une question d'interprétation, même si vous estimez que l'article 48 ne s'applique pas à M. Thiam, si moi, Eric Dohou, qui ne suis qu'un novice en politique, même si vous m'expliquez que l'article 48 ne s'applique pas à moi, je vais quand même me poser la question stratégiquement de savoir, et si on tente de me l'appliquer de force? Je prendrai donc des précautions, non pas sur la base de l'interprétation que moi je vais en faire, mais de l'interprétation que mes adversaires vont en faire. Et je pense que je ne suis pas plus intelligent que les gens qui travaillent autour du président Thiam. Voilà pourquoi je pars du principe que ça ne peut pas être
un problème de compréhension, ça a été plutôt que l'équipe de M. Thiam a minimisé la roublardise des gens du RHDP. Et se sont dit, le débat ne sera pas porté sur cette question-là, on sera plutôt sur une question de négociation peut-être, ou d'autres choses, je ne sais pas. Sauf que, voilà, finalement, des gens ont sorti l'information. Et si vous regardez la manière dont ils procèdent, ils ne procèdent jamais de façon frontale. En réalité, vous allez avoir des personnes qui vont, je dirais, tester l'avis du public avec cette information. Ça commence à circuler d'abord sur les réseaux sociaux progressivement, et puis ils testent un peu la réaction des gens, comment ces gens le voient, et puis progressivement, quand ils se rendent compte que il y a peut-être un peu de doute dans le camp en face, ils se disent, bon, si les gens doutent, c'est que déjà, si on se positionne, il y aura moins de résistance. Voilà. Et il y a eu tellement de flou autour de cette question que même moi personnellement, aujourd'hui, je ne sais pas si cette loi s'applique ou non. Je ne sais pas du tout. Mais ce que je sais, en revanche, c'est qu'en face, ce ne sont pas des gens qui jouent franc jeu. Et donc, si j'avais été à la place du président Thiam, à aucun moment, je n'aurais basé ma stratégie sur une interprétation, je dirais, tolérante de la loi. Je me serais dit, il faut penser le pire scénario du possible, et il faut se préparer à ce scénario-là. Et le pire scénario, ben, c'est celui qui est arrivé. Personne ne pourra vous dire, en janvier, je sais plus, j'ai toujours des problèmes avec les dates, mais je pense que c'est autour de janvier. En janvier, février, quand M. Thiam apparaît sur la place, sur le débat public, à l'occasion déjà du décès du président Bédier, et puis quand il commence à faire des démarches, il devient président du PDCI et tout ça, et ainsi de suite. Il y a toute une équipe qui travaille dans le camp en face pour réduire son aura, pour décrédibiliser ce qu'il a à faire. On a eu des débats sur est-ce qu'il payait ses impôts, on a eu des débats sur... j'ai même vu des gens faire des publications pour dire bah, il a une femme blanche, donc voilà, les gens qui ont des femmes blanches, ça c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà, chacun est parti de son débat en fait. Mais au final, ce qui comptait, c'était la loi. Qu'est-ce qui allait lui être appliqué? Et moi, je pars du principe que c'était simplement qu'ils ont minimisé, je ne dirais pas qu'ils ne connaissaient pas ce texte de loi, je pense simplement qu'ils ont minimisé, je préfère dire ça comme ça, qu'ils ont minimisé ce que le RHDP pourrait faire de l'application de cette loi. Et malheureusement, on récolte aujourd'hui les résultats de cette négligence à ce niveau, je préfère dire comme ça. Maintenant, par rapport aux réactions des partis d'opposition à la candidature d'Alassane Ouattara, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas du tout un habitué de la politique ivoirienne, très honnêtement. Je suis rentré en politique, comme j'ai dit, par la porte d'un monsieur qui pense totalement différent. C'est un ovni en politique en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que dans ce cas-là, il faudrait mieux poser la question à des gens comme Blaise Lasme ou Sif Beko qui savent la force de frappe que peut avoir le PPACI pour défendre Laurent Gbagbo, ou demander par exemple à des gens comme Valentin Kwasi ou d'autres du PDCI qui pourraient vous dire ce que les jeunes peuvent faire pour... Voilà. Mais moi, comme j'ai expliqué, je suis aujourd'hui dans un état d'esprit qui est totalement différent, qui est de dire, je préférais même affronter Alassane Ouattara qu'un autre candidat. Je préférais affronter Alassane Ouattara qu'un autre candidat. Mais quoi qu'on dise, quel que soit le choix qui va être fait, le candidat du RHDP, là, il est déjà connu. C'est le bilan du RHDP. C'est ça le candidat. Même si vous prenez, je sais pas moi, Patrick Hachi, ou bien vous prenez, je sais pas moi, même Désiré Kobena Adjoumani comme candidat du RHDP, qu'est-ce qu'il va venir dire de différent par rapport à ce que Ouattara va dire? C'est la même chose. On a construit des écoles, on a construit des stades, on a construit ceci, on a fait ci, on a fait ça. C'est le bilan en fait. Donc aujourd'hui, la meilleure manière de se préparer à la joute électorale qui arrive, c'est de commencer tout de suite à décortiquer le fameux bilan inattaquable. Là. Parce qu'il n'est pas inattaquable du tout. Hein. Pas du tout. Il est troué de partout. C'est de commencer tout de suite à le déconstruire et à expliquer aux gens qui continuent à croire qu'ils ont fait du super bon boulot, de leur mettre devant le visage la réalité de leur bilan. Et de leur dire, bon, maintenant, expliquez-nous.
En 2010, on a dit ne donne pas ta voix à la pauvreté. Bon, on en est où aujourd'hui par rapport à la pauvreté en Côte d'Ivoire? Au point où en 2025, le gouvernement de Côte d'Ivoire doit lancer une opération popote, je sais pas quoi, ils ont inventé là. Bon, je veux dire, si ça, c'est pas un manque de respect total de devoir aujourd'hui presque payer les courses de familles ivoiriennes parce que elles ne sont pas capables de générer suffisamment de revenus pour se nourrir. On va parler de quoi? De la drogue, de l'endettement. Il y a tellement de sujets. Et chaque sujet qui va venir va justement venir déconstruire l'idée qu'ils ont mis dans la tête de la majorité des Ivoiriens qu'ils sont indéboulonnables. C'est faux. C'est faux. Chaque jour que Dieu fait, on met un coup de hache justement dans cette image de propagande. Chaque jour que Dieu fait, on leur rappelle que sur des sujets les plus importants, ils ont tout simplement échoué. Mon sujet de prédilection, c'est l'éducation. La dame qui a intervenu, qui avait donné une contribution, docteur, excusez-moi si j'ai oublié le nom, elle l'a dit, docteur Cameron, merci, elle l'a dit, le niveau de l'écolier ivoirien est catastrophique, mais catastrophique. Et ça devrait pouvoir choquer n'importe quel Ivoirien. C'est la base, en fait, qui est là. Il n'y a rien d'autre pour construire un pays, là. C'est l'éducation, d'abord. C'est eux qui disent, non, la route précède le développement. Non, mais qui construit la route? C'est l'ingénieur. L'ingénieur, là, c'est à l'école, ça se fait. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'urgence, à 4 mois de l'élection, je pense que ça ne devrait pas être de courir après la CEI, d'installer la chien-lit dans le pays. Je pense que il y a suffisamment de sujets gênants à mettre sur la table aujourd'hui pour préparer l'esprit des Ivoiriens à une alternance. Et ça doit être fait tout de suite en fait. Voilà. Tout de suite. Vraiment. Et je pense que ce soit le PDCI ou le PPACI, il y a des gens brillants qui peuvent préparer justement des contre-arguments à ce fameux bilan inattaquable pour démontrer clairement, dans les faits, avec des chiffres, des démonstrations bien affinées, qu'on a échoué en 15 ans à faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle aurait dû être, avec près de 40 000 milliards d'endettement. Notre pays ne devrait pas ressembler à ça, en fait. Et c'est un fait. Et là, on a besoin maintenant de toute la matière grise de ces partis politiques pour travailler sur ça. Pour que tous les jours, dans l'espace public, on ne parle que de ça. Mais si on ne parle que du reste, je pense qu'on s'achemine vers malheureusement, on s'achemine vers un résultat à la 2020, quoi. Les grands partis boycottent, on se trouve un KKB pour aller à l'élection, et puis on le légitime comme ça, et puis le reste, répression, comme d'habitude. Personne ne va broncher. Hein. Vous imaginez quel pays va intervenir là? Trump? Macron? Ça va être... bon, après... on peut présumer de rien. On voit aujourd'hui les Togolais qui sont dans les rues, les Kenyans sont dans les rues. On peut présumer de rien. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose, mais moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une alternance. Voilà. Je veux que le RHDP soit battu dans les urnes, pas dans la rue, pas de coup d'État. Il faut qu'il soit battu dans les urnes, parce que c'est ça qui est la vérité. 15 ans là, on ne peut pas se dire qu'on est à ce résultat-là, dans tous les sujets qu'on peut aborder. Donc, il faut qu'il soit battu dans les urnes. Et il faut que pour cela, les Ivoiriens nous disent, d'accord, on a cru à des promesses, mais aujourd'hui, on est conscient que ces promesses ne sont pas réalisées. Donc, on sanctionne. Et c'est cette valeur d'objectivité dans la lecture des bilans qu'on va pouvoir maintenant appliquer au prochain qui arrive aussi pour dire, ah, tu as vu qu'on aimait notre candidat, mais on l'a quand même sanctionné parce qu'il n'a pas bien travaillé. Donc, toi qui viens, qui n'est même pas de notre camp, il faut savoir que si tu travailles mal, tu seras sanctionné aussi. Voilà ce que je peux en dire. D'accord, merci beaucoup. On va continuer. Le grand frère Bétignon, tu es monté, j'ai vu dans les commentaires que apparemment ta question avait été posée. Ouais, mais bonsoir. Tu as une question quand même, sinon j'ai recueilli 2 questions. Non, t'inquiète. On va rebondir. Bonsoir, Monsieur Dou. Merci beaucoup pour. Mais avant toute chose, ma voix compte. Permets-moi de faire une petite lucarne. Alors, je voudrais qu'on applaudisse un peu le nouveau secrétaire général des sections de Paris 20e
en la personne de François-Marie Oufoué, qui a été investi hier de façon grandiose par la délégation Seine-et-Marne du PDCI RDA. Voilà, c'est la On peut applaudir. voilà, donc, mes vifs remerciements parce que hier, ça a été vraiment un moment unique. Et encore félicitations à Célio qui fait partie de l'équipe, à cette nouvelle section du 20e qui vraiment valorise un peu le dynamisme du PDCI RDA pour que la Côte d'Ivoire nouvelle s'inscrive dans la durée. Voilà ce que je voulais dire. Le président de la TTN, hein, j'aimerais faire remarquer. Tout à fait. Mon Célio national, sois salué depuis ta position. Voilà. Alors, Monsieur Dou, merci encore d'être présent sur ce panel. Bon, c'est vrai que j'ai suivi de façon épisodique parce qu'il y avait d'autres préoccupations, mais je ne partage pas trop votre point de vue sur le cas Thiam. Mais bon, on va pas faire de la redondance. On a suffisamment polémiqué, on a suffisamment débattu là-dessus. Moi, je dirais plutôt que c'est le président Thiam qui leur a tendu un piège et ils sont tombés dedans. Aujourd'hui, ils sont empêtrés dans une situation de nationalité que eux-mêmes ils avaient jadis dénoncée et aujourd'hui, ils sont pas capables de délivrer un certificat de nationalité à un Ivoirien qui est devenu Ivoirien indiscutablement. Voilà. Maintenant, la question que je voulais poser par rapport à ça, j'ai deux préoccupations. La première, c'est compte tenu de l'évolution de la situation par rapport à cette histoire de l'article 48, que pensez-vous de la justice en Côte d'Ivoire, sachant qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette institution est utilisée à des fins pour écarter des opposants et non des moindres. Bon, le cas Gbagbo, le cas Blé Goudé, le cas Soro sont en légion. Donc, que pensez-vous aujourd'hui de l'état de droit dans ce pays? Ça, c'est la première chose. Ensuite, alors, une question un peu plus personnelle. Bon, je vous suis un peu parce que je sais que vous étiez un ancien de leader. Alors, qu'est devenu justement ce mouvement? Et parce que, bon, moi, je sais qu'en politique, quand on s'engage en politique, c'est vraiment pour apporter une solution idoine aux préoccupations des populations. Alors, pourquoi se fait-il que le leader a été dissous? Est-ce l'abandon d'un idéal? Qu'est-ce qui s'est passé? Et que devient enfin les cadres de ce mouvement? Voilà un peu mes deux préoccupations. Merci beaucoup de m'avoir compté. Je ferme mon micro. Merci pour la question. En ce qui concerne la justice, vous me permettrez de ne pas en dire trop. Personnellement, je ne suis pas satisfait des questions judiciaires en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut faire mieux, déjà d'un point de vue de l'organisation, de la célérité, du coût, tout ça. Mais pour ce qui concerne les relations parfois incestueuses entre le pouvoir en place et la justice, vraiment, je vais éviter de rentrer dans ce débat. Mais je pense que vous avez compris ma position. Je pense que parfois, il y a un peu de zèle. Mais en même temps, ça se comprend quand vous regardez plus loin que le superficiel, quand vous regardez, comment je dirais, l'organisation de la justice, très, très facilement, vous pourrez trouver justement des éléments qui peuvent vous alerter sur le fait que voilà, cette justice peut parfois ne pas travailler de façon totalement indépendante. Mais je ne veux pas me hasarder à faire des constats trop précis sur la question, parce que ça m'obligerait à me mettre sous le coup de la loi et je préfère rester libre et travailler jusqu'en octobre. Je comprends. On a besoin de vous pour mieux des panels comme ça. Donc, sur la question de leader, je pense que peut-être vous n'étiez pas là quand je l'ai expliqué un petit peu. Je suis quelqu'un de très têtu. J'ai une vision des choses et je suis accroché à cette vision. Et pour me faire changer d'avis, il faut avoir des arguments. Je ne change pas d'avis voilà, pour le bon plaisir de quelqu'un. Voilà. J'ai adhéré à Leader principalement parce que c'était un parti progressiste. Je suis moi-même de la gauche progressiste. Je pars du principe que on doit reformer la société. Et donc j'ai été beaucoup intéressé par les idées un peu avant-gardistes de Mamadou Coulibaly en ce qui concerne sur plein de sujets, que ce soit sur l'éducation, que ce soit même sur le mariage, par exemple. C'est la première personne que j'ai vue pour légaliser la polygamie. Moi qui suis moi-même qui crois profondément à la monogamie,
J'ai trouvé ça très curieux, et puis j'ai eu le temps de discuter avec lui, et il m'a expliqué son point de vue. Et j'ai trouvé que les arguments qu'il apportait, bien que je sois moralement contre la polygamie, qu'il y avait de la pertinence, et qu'il fallait maintenant apporter une légalité pour respecter le filtre dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc j'ai adhéré à Leader pour ces questions-là, pour l'ADN du parti. Je peux citer certaines des dispositions qui m'ont fait adhérer. Par exemple, je lis dans le manifeste de Leader qu'il n'y a pas d'organisation de jeunesse ou de femmes. On me dit, oui, c'est parce que nous, on considère dans ce parti qu'un jeune a autant de choses à apporter que quelqu'un de plus âgé. Qu'une femme a autant de choses à apporter qu'un homme. Donc, on met tout à plat et tout le monde appartient aux mêmes instances et on ne fait pas d'instance spécifique pour les jeunes ou d'instance spécifique pour les femmes. Moi, ça m'a séduit parce que l'idée de l'égalité sociale, c'est une valeur qui me plaît. Et donc, tout ça, ça fait partie des choses qui m'ont plu. Et ensuite, toutes les idées progressistes sur la justice, sur le régime parlementaire, sur la sortie du CFA. Voilà, il y avait beaucoup d'idées progressistes et ça m'a plu. Et derrière, il y avait aussi, c'est vrai, la personnalité même de Mamadou Coulibaly, qui est quelqu'un voilà, vraiment d'extraordinaire quand on le connaît vraiment. Et donc, ouais, ça m'a poussé à adhérer. Et ce qui m'a poussé à partir, justement, c'est le contraire de tout ce que je viens de dire. Ça c'était très clairement, comme j'ai dit, pendant le congrès de 2021, où déjà les personnes qui devaient reprendre le flambeau du professeur ont décidé d'ajouter au sein de Leader tout simplement des organisations de jeunesse et de femmes, voilà, qui étaient contraires à l'ADN de départ. On a commencé à créer des organes en plus, alors que, oui, moi j'étais plutôt pour dégraisser l'organigramme des partis politiques ou de la République même, pour que le citoyen ou le militant soit vraiment beaucoup plus proche justement des décideurs. Donc il a commencé à avoir des organes pour les anciens présidents du parti qui pouvaient impacter sur les décisions, des dispositions dont j'ai parlé concernant la partie financière de l'éligibilité des présidents, que j'estimais qu'on devait faire sauter et proposer plutôt une audition publique. Il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont déplu et j'ai estimé que le parti ne ressemblait plus à celui que j'avais rencontré en 2019 et ça ne correspondait plus justement aux idées progressistes que j'avais envie de mener. Donc j'ai tout simplement fait le choix de partir plutôt que de semer la zizanie au sein de mon ancien parti. Je suis simplement parti et j'ai décidé de continuer à travailler comme j'ai toujours fait, militer, parler de mes idées au plus grand nombre. Voilà. Et donc c'est ce que je continue à faire aujourd'hui, quoi. Voilà ce que je peux vous en dire. Ok, merci bien. Oh, il y a Monsieur Armani qui était là et il doit avoir des problèmes de réseau et qui tombe à chaque fois. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui sont montés, qui ont posé vos questions jusqu'ici. Je vous dis vraiment, vous avez participé d'une manière excellente à donner du poids, de la valeur à ce live. Et nous recevons ici Monsieur Dou Eric qui est en train limite de nous faire une masterclass. En tout cas, je suis contente. J'espère que c'est le cas pour vous de participer vraiment à cet échange parce qu'on échange. Et moi, je prends beaucoup de lui et je souhaite qu'il vive assez longtemps pour qu'il puisse, voilà, faire profiter de ça à plusieurs personnes. Et comme je disais tout à l'heure, j'espère pouvoir aussi le recevoir sur ce panel une autre fois pour traiter d'un autre thème. J'ai deux questions de spectateurs, je vais dire de ceux qui nous suivent. Là, il y a une question qui est qu'est-ce que vous pensez de l'alliance de Monsieur Toby et Monsieur Assalé Timoku? Voilà, un mot sur cette alliance qu'on a constatée au parti de la. Je trouve ça très bien. Stratégiquement, c'est une bonne idée. Ce sont deux personnalités que j'ai toujours appréciées. Même si j'ai été très dur avec l'un ou avec l'autre, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus incisif autour de 2020, quand on avait besoin du maximum de voix pour faire reculer le RHDP.
Je les ai trouvés un peu en retrait. En 2021, je crois que j'avais assisté, je sais plus, excusez-moi, j'ai toujours des problèmes avec les dates, mais en tout cas, j'ai assisté à l'inauguration du mouvement de Vincent Toby, qui s'appelle Aube Nouvelle. J'y étais parti avec beaucoup je dirais de joie, en me disant, voilà, un nouvel acteur dans le débat qui va vraiment pousser les choses. Et puis je suis arrivé, et puis j'ai entendu son discours, et j'étais très déçu, parce qu'il n'a pas cessé pendant 2 heures dans sa keynote d'expliquer que il fallait qu'on soit patient, que les tyrans ont aussi besoin de temps pour comprendre les choses et on doit leur expliquer ça posément et patiemment. Et pour moi qui voulais un changement tout de suite et maintenant, que vous professez rentre dans le cœur des tyrans qui sont en train de nous faire subir le martyre. Et je ne sais même plus ce qu'il m'avait répondu, mais j'imagine qu'il m'avait dit qu'il fallait continuer. Voilà. Aujourd'hui, il est dans une posture différente. Il est beaucoup plus incisif, beaucoup plus critique. Je l'avais même vu critiquer le parrainage, alors qu'en 2020, nous, on s'est tapé le parrainage dans les conditions qu'on sait. Un parrainage que la CEI elle-même ne maîtrisait pas. Moi, je peux vous donner des anecdotes très drôles. Nous, on a commencé le traitement des données, et 2 semaines après, on se rend compte que les candidats de plus de 90 ans, on ne peut pas les rentrer dans le système. Donc c'est nous, parti politique, qui avons fait un retour à la CEI pour dire, votre logiciel là, il a un souci. À partir d'un certain âge, on ne peut pas rentrer les militants, les citoyens entre les électeurs. Et ils ont dû nous renvoyer un nouveau fichier qui a été réparé ou amélioré, ou voilà, pour qu'on puisse continuer le travail, en fait. Donc, vous voyez, c'est des petites choses. En 2020, nous, on était persuadés d'avoir nos parrainages. On avait travaillé sur 23 régions. On était sûr à 100% qu'on passait. Donc, on était tellement dans je dirais, la tristesse et la colère d'avoir été éliminé injustement que ce ne sont pas des informations que j'avais partagées publiquement. Là, c'est la 2e fois que j'en parle, je crois. Ou la première fois que j'en parle publiquement, oui. Première fois que j'en parle publiquement. La dernière fois, c'était juste entre amis. Et donc, vous voyez quoi, il y a des difficultés qu'on a dû aborder par rapport à cette question du parrainage, qui montrait que la CEI elle-même n'était pas encore prête à se lancer. Mais ils l'ont quand même. Ou si tout simplement son inscription dans une école militaire, par exemple, il y aura pas de différence en réalité. Ce sont des cas différents, mais la déchéance de nationalité est, comment je dirais, est antérieure à l'utilisation de la nationalité. Donc c'est 2 choses différentes. Ici, on n'est pas en train, la loi, l'article 48 ne dit pas que lorsque vous utilisez votre nationalité ivoirienne dans un cas spécifique, vous devez prouver que vous n'avez pas une double nationalité. C'est pas la même chose. Là, on est en train de parler maintenant de l'article du code électoral pour l'éligibilité qui demande à ce qu'on soit exclusivement ivoirien. Donc, c'est 2 choses différentes. Perdre la nationalité et puis avoir uniquement la nationalité ivoirienne, c'est 2 choses différentes. C'est bien pour cela justement que les démarches pour renoncer à la nationalité française n'ont pas impacté l'application de l'article 48 sur les présidentielles. Et deuxièmement, ce que je suis en train de dire, pour rappeler que, comme j'ai dit, je ne suis pas juriste, je ne suis pas venu pour vous dire que l'article 48 est juste dans son application ou pas. Vraiment, je ne peux pas faire ce débat-là, malheureusement. On pourrait le faire beaucoup plus précisément. Je pourrais aller chercher l'article, le lire, revoir des applications de cet article sur M. Tioté, comment ça s'est passé. Vraiment, on peut faire ce travail-là, il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai dit, pour moi, aujourd'hui, on est à 4 mois de l'élection. La CEI que moi je vois là, M. Koulibaly Kubien que moi je vois là, il n'a aucune envie d'attendre qu'on fasse un débat sur l'article 48. Il n'a pas envie du tout. Lui, il a déjà en tête son planning, son agenda. Il va jusqu'au bout. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste arc-bouté sur la question de la présence ou non de candidats,
Ou est-ce qu'on se dit, on laisse tomber ça, mais on travaille à fond sur le volet idéologique pour s'assurer que la Côte d'Ivoire, dans sa grande majorité, choisisse à la fois de s'intéresser à cette élection, 2, aille dans les urnes, et 3, fasse le bon choix. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Il reste que 4 mois. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je trouvais ça très dommage. La manière dont on a organisé notre processus électoral. On demande aux gens d'aller se faire parrainer. Alors qu'ils n'ont pas encore expliqué aux Ivoiriens ce qu'ils veulent faire. Donc tu vas parrainer quelqu'un que tu ne sais même pas ce qu'il veut proposer. On dit, bon, il faut le parrainer si tu ne le trouves pas fantaisiste. C'est complètement fou, en fait. On aurait dû déjà, dès janvier, parce qu'on est en période électorale, commencer déjà à avoir des débats sur les sujets importants. On a évoqué ici l'éducation, la santé, le transport, même le logement. J'ai vu une publication tout à l'heure d'un monsieur qui se plaignait parce qu'il entend parler de studio à 200 000 francs à Abidjan. J'ai dit, mais lui, il vient d'arriver là. Il vient d'arriver, hein, studio 200 000, et il entend de ça. Donc le logement, si c'est un sujet, les gens ont du mal à se loger, c'est compliqué. Il faut aller... moi, j'ai vu des enseignants qui sont obligés d'aller jusqu'à Dabou ou à Beauville pour habiter, pour pouvoir travailler à Abidjan, parce qu'avec le salaire qu'on leur donne, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, il y a plein de sujets comme ça, mais on n'aura pas le temps d'en débattre. On n'aura pas le temps de motiver les gens à voter. Parce que, très sincèrement, il y a beaucoup d'Ivoiriens, je vous assure, qui découvrent l'information grâce au travail qu'on fait. Il y a quelques mois, je sais même plus, vraiment, excusez-moi pour les dates, souvent je me perds, quelques mois ou quelques semaines, j'ai découvert une déclaration de M. Koulibaly Kubière, où il disait, on fera la révision de la liste électorale après l'élection, ce n'est pas de la malice. Et tout de suite, moi, ça m'a inspiré un truc super drôle. Je me suis dit, je vais prendre la même situation et je vais l'appliquer sur plein d'autres domaines. Et je l'ai fait sur, par exemple, l'enterrement musulman. Et je disais, on va faire la prière du 40e jour, on va la faire avant celle du 7e jour. Ou on va faire la césarienne avant la conception de l'enfant. Ou on va faire la proclamation des résultats du baccalauréat avant de corriger les copies. En fait, c'était une manière de démontrer l'absurdité de ce que disait le président de la CEI. Et j'ai découvert, parce que la publication a été virale, j'ai découvert qu'il y a des Ivoiriens, c'est maintenant, ils apprennent ça. C'est-à-dire, eux là, depuis janvier où nous on fait pas de RLE, ils ne sont pas au courant que nous on fait pas de ça. Parce que ils vivent leur quotidien, ils ne s'intéressent pas à ça, ils ne regardent pas les chaînes de télé, ils ne regardent pas les émissions politiques. Ils vivent leur vie tranquillement. Et c'est grâce au travail de vulgarisation qu'ils ont appris et que certains vont se dire, mais c'est pas normal. Et donc, comme c'est pas normal, je prends la décision de m'engager pour cette élection. Cette année, moi-même, j'irai voter. Il faut qu'on arrête ces conneries-là. Et c'est comme ça. Donc, si vous ne motivez pas les gens, si vous ne démontrez pas que vraiment, on leur dira que tout va bien, que le bilan est inattaquable. Et ils vont rester chez eux. Donc, ce travail-là, il faut qu'on le fasse très vite. Je ne dis pas qu'il faut renoncer. Je dis simplement qu'à mon sens, on peut faire autrement. Maintenant là, je pense que c'est à chaque parti de décider s'il reste sur sa stratégie actuelle ou s'il décide d'en changer. Moi, personnellement, je milite pour que toute l'énergie des partis d'opposition soit mise sur tous les sujets. Ce n'est pas normal que les ministres d'Alassane Ouattara soient tranquilles. Vous devez leur donner des cauchemars tous les jours. Ce n'est pas normal. Dernièrement, il y a eu la signature d'une convention avec l'Union européenne pour venir nous voler 6400 tonnes de poissons. Bon, on en a parlé pendant 2 jours, c'est fini. Pendant ce temps, nous, on doit acheter ici maintenant des petits poissons comme ça à 500 francs. Bon, la gestion de la filière pêche, là, comment ça se fait? Il y a au sein de vos partis politiques, que ce soit le PDCI ou que ce soit le PPACI ou autre, il y a des experts de la pêche. Il y a des experts des secteurs piscicoles qui nous présentent des explications sur ce sujet-là, qui nous disent si c'est bon, si c'est pas bon, pour qu'on puisse justement motiver des gens en disant, tu vois ça là, c'est un danger pour la nation. Il faut donc que tu te lèves. Mais s'il n'y a pas de danger, si les gens considèrent que bon, tout va bien, ça va, bon, ils ne vont pas se lever. Voilà. Et très honnêtement, il faut se dire la vérité aujourd'hui.
il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui sont révoltés réellement. Moi, je regarde, il n'y en a pas beaucoup qui sont révoltés au point de s'intéresser au processus électoral à cause de l'éviction des candidats de l'opposition. Je n'en vois pas beaucoup. À part les militants des partis politiques eux-mêmes, les Ivoiriens de tous les jours, je n'en vois pas beaucoup. La plupart sont résignés en se disant, de toute façon, il va rien se passer, ils vont tricher, ils vont ceci, ils vont cela. Non, il faut changer en fait l'état d'esprit des gens en leur montrant qu'il y a une possibilité en réalité aujourd'hui et qu'on puisse déconstruire cette propagande du bilan inattaquable, de un coup KO. C'est complètement faux. La seule manière pour que le RHDP puisse, comme ils disent eux-mêmes, passer au premier tour, c'est que les militants des grands partis dont les candidats ont été évincés n'aillent pas aux urnes. C'est la seule façon pour eux de gagner. Voilà pourquoi je suis persuadé qu'ils ne vont pas reculer sur ce sujet. Donc, je comprends que ce soit difficile pour certains d'aborder le sujet, mais il faut penser à la suite. Et la suite, ce n'est pas rester bloqué sur certains débats. Ok, merci bien pour la réponse. On va passer la parole à Maman Endless. Maman Endless, tu es là? Je m'excuse, hein, je pense que je peux encore vous donner 26 minutes. Il n'y a pas de souci, comme ça on sera à 20h30. Je voulais dire, non, en fait, quand on dit l'esprit est un, c'est ça. Moi, j'ai vu jusqu'à 20h30, mais je voulais vous laisser la latitude d'annoncer vous-même. Maman Endless, attends, je vais t'aider avec ton micro. Je t'ai envoyé. Qui attire le plus les oreilles des Ivoiriens. Par contre, j'ai remarqué que quand on parle de détournement, par exemple, c'est quelque chose qui génère beaucoup plus d'engagement des Ivoiriens que quand on parle des problèmes d'éducation. Donc, clairement, ce que je suis en train de dire, et ce que je reproche aux partis politiques qui ont plus de moyens pour s'organiser, c'est justement de ne pas mettre suffisamment de moyens humains et financiers sur la table pour que dans l'espace public, on ne parle que des sujets qui intéressent les Ivoiriens. Et comme je disais tout à l'heure, les ministres RHDP là, ils dorment trop tranquillement, c'est pas normal. Ils doivent faire des cauchemars tous les jours. Ils doivent avoir des nuits hyper courtes. Parce que le matin, c'est le PPACI qui les attaque sur le sujet de, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux en dire même, de la drogue, par exemple. Le temps qu'ils lui répondent le soir, c'est le PPACI qui s'y met. Le lendemain, ils ont tout fait de répondre que le logement est rentré dans la danse, et ainsi de suite, de sorte qu'ils soient bombardés matin, midi et soir. C'est la seule manière de prouver qu'en réalité, la plupart, ils sont vraiment très mauvais en termes d'idées, en fait, dans ce sujet-là. Mais comme ils ne sont pas interrogés, je veux dire, combien de fois vous les voyez à la télévision répondre à des questions de journalistes, là où ils sont forts, là, c'est des questions sur la politique nationale. Voilà, les histoires de on a volé notre logo, non, c'est pas de votre logo, c'est des Amari. Ça là, ils sont. Mais mettez-les sur le sujet pour lequel ils sont réellement ministres, ils vont bégayer. Et ils fuient les médias à cause de ça. Donc il faut les obliger à faire ensemble le bilan devant tout le monde. Et il faut que ce soit pointu, en fait. Aller dans les détails pour qu'ils soient obligés de dévoiler justement, comme j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'utilisation de l'argent de la CEI. Vous vous rendez compte que entre 2021 et 2023, je n'ai pas le chiffre en tête, hein, mais on a autour de 20 milliards quelque part là-bas, qui ont soi-disant été dépensés pour des RLE, alors qu'il n'y en a pas eu. Et aujourd'hui, combien de fois, vous qui m'écoutez, combien de fois vous avez entendu parler de ce sujet-là dans la semaine qui vient de se terminer? Combien de fois? Ailleurs, si on était dans un autre pays, ce sujet-là, on en parle du matin jusqu'au soir, tant que c'est pas réglé, on en parle. On met la pression sur tout le monde jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Mais nous, en fait, on va de buzz en buzz. On lance ceci, demain on change, on va à un autre, demain on change, on va à un autre, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas de constance dans la pression qui est mise justement sur les gouvernants. C'est juste quelques individus qui le font. Un sujet, moi, qui m'a heurté, mais je suis un écologiste dans l'âme, donc ça m'a vraiment heurté. Il y a des gens qui se sont permis de remblayer la lagune pour pouvoir vendre des terrains.
C'est-à-dire ils ont rajouté des gravats et du sable pour créer des terrains artificiels en empiétant sur le domaine de la lagune ébriée. Et ils ont revendu ces terrains-là. Et ils ne l'ont pas fait dans des zones, quelque part, Yopougon, Lokodjo, où le terrain coûte moins cher. Ils l'ont fait à Marcory, où le terrain coûte peut-être, je ne sais pas moi, 40 000 francs le mètre carré. Et ils ont remblayé peut-être combien d'hectares. Il faut faire la multiplication. Le journaliste très excellent et trop peu connu d'ailleurs, c'est dommage, qui s'appelle Noël Conan. Je vous invite à aller regarder son... Merci, quelqu'un précisait que c'était en zone 4. Je vous invite à aller regarder son blog, ça s'appelle Leto, Leto, L-E-T-A-U. Voilà. Il a son site internet, vous pourrez lire toutes ses enquêtes, c'est un journaliste indépendant. Mais c'est gravissime. On est dans l'ordre de 40 milliards de francs CFA qui ont été générés parce que des gens ont remblayé la lagune. Et ils ont revendu les terrains et ils ont obtenu des ACD sur les terrains. Donc vous voyez que c'est toute une chaîne. Logiquement, on n'a pas besoin d'avoir 10 scandales. Ce scandale-là déjà doit emporter un gouvernement. Mais Noël Conan a fait son étude, son enquête, il y a environ peut-être, je crois, 3 ans, je crois que ça date de 2022, quand il a fait la première enquête. Ça a été relayé par Jean-Christian Conan, qui est un blogueur assez connu. C'est par lui que moi j'ai connu l'enquête. Et lui, je crois qu'il a relayé ça en 2022 aussi. Et ça n'a pas pris, mais c'est en 2024 qu'il a reposté. Et puis, moi, j'ai vu. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, ce sujet-là n'est pas débattu. D'un point de vue national, en fait. Combien d'Ivoiriens sont au courant qu'on remblait la lagune, en fait? Très peu. Bon, maintenant qu'on a mis ce sujet sur la table, il faut poser la question à tout le monde, à visage découvert. Si quelqu'un aujourd'hui défend le camp RHDP, il doit pouvoir nous dire, face caméra, que oui, je suis pour des gens qui vendent la lagune. S'il n'est pas capable de le dire, ce serait ça la victoire, justement. De dire, on ne doit pas mettre en place dans ce pays un gouvernement qui a laissé, parce qu'ils ne vont pas me dire qu'ils n'ont pas su. Je suis désolé. Dès l'instant où un terrain obtient un ACD, ça veut dire que c'est remonté suffisamment loin, et je pense qu'ils ont largement les moyens et les services de découvrir ces activités frauduleuses-là. Donc, vous voyez en fait ce que je veux dire. Il y a suffisamment de sujets à mettre sur la table pour faire s'écrouler toute la propagande du RHDP sans avoir besoin de s'arc-bouter, soit sur des débats identitaires, je dis encore qu'il faut faire méfiance dessus, ou rester bloqué sur des débats qui concernent la légitimité du candidat. D'accord, merci. J'aimerais rappeler à tous ceux qui sont là, qui nous suivent, qu'on va devoir arrêter le live à 20h30. Donc, pour ceux qui sont montés, on va prendre vos questions, les 2 questions, et voilà, il va répondre en même temps. Donc, j'aimerais que ce soit des questions assez courtes pour qu'on puisse le libérer assez tôt. C'est peut-être moi qui dois faire des réponses plus courtes aussi. Non, il faut être explicite. Hein. Non, on est là pour vous écouter. Donc voilà, vous devez prendre votre temps, mais c'est plutôt nous qui devons aller un peu plus vite. Madame Mona est là. Madame Mona Love. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Allez-y, bonsoir. Bienvenue sur le guest. Allez-y pour votre question. Merci beaucoup. Je vais directement à la question. C'est juste pour poser la question sur la CEI. Le CEI. On dit donc de ne pas parler de quoi on évite de parler de la CEI, des candidats sur la liste électorale et tout ça. Mais si on n'a pas les candidats, comment on peut parler des projets sur la liste? Et deuxièmement, tout le monde sait que la CEI est biaisée. Donc, ce qui veut dire que si même le candidat qui va aller avec le RHDP sera battu carrément parce que le RHDP a tout dans la main. Il a la CEI, il a le Conseil constitutionnel en main, il a la main. Donc, comment faire pour que ce domaine-là soit maîtrisé par les Ivoiriens, même s'ils vont aux urnes, même s'ils vont bourrer les urnes? Parce qu'on sait que les gens ont bourré les urnes, mais à la fin, les résultats de parti au pouvoir étaient toujours les résultats de la Côte d'Ivoire. Donc, comment faire pour éviter tout cela si on ne parle pas de la CEI? Ok. Donc, c'est ma question. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Madame Mona. Rottweiler, vous êtes là? Est-ce que Rottweiler est là? Oui, je suis là. Allez-y sur votre question. Il répond en même temps et il répond aux questions ou il prend les miennes également.
Oui, il prend votre question. Il apprend ok, parce que là, on doit arrêter le live normalement à 20h30. On ok, a pas de commencé souci. depuis 17h, donc 20h30, on doit arrêter. Donc, il va recueillir vos questions et répondre en même temps. Ok, pas de souci. Moi, j'ai une question en deux, mais bon, euh, elle tourne autour de la CEI. Je veux poser une Allez-y, question à, allez-y un peu rapidement oui, parce qu'on est un à peu plus tard. l'intervenant. Ok, Oui. allez-y. Donc, est-ce qu'il pense ou il estime qu'il est possible de réformer la CEI, je veux dire, à ces quelques mois ou ces quelques semaines de l'échéance électorale? Quand on sait que voilà, le président de la CEI lui-même verra son mandat prendre fin les semaines qui suivent. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il pense de la situation vis-à-vis de la CEI? Faut-il aller avec cette CEI-là aux élections ou est-ce que c'est possible encore voilà, de la modifier avant les élections? C'est ma question. Je peux y aller? Oui, oui, bien sûr, monsieur D'accord. Dodo. Allez-y. Je pense qu'on avait déjà répondu à peu près à cette question. Oui, à cette question. Donc, du point de vue de la CEI elle-même, je pense qu'ils n'ont pas envie de changer quoi que ce soit à l'agenda qui est déjà prévu. Ils vont aller jusqu'au bout de leur logique et le 28 octobre, ils vont faire l'élection. Pareil pour le parti au pouvoir, ils sont dans leur optique, ils vont à l'élection et ils gagnent le premier tour. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse réformer la CEI aujourd'hui. Parce que pour la réformer, ça demande d'entrer dans un bras de fer avec le parti au pouvoir. Je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure option aujourd'hui. Personnellement, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure option. Je n'ai pas envie de voir le sang couler dans ce pays. Moi, je pars du principe que si on veut vraiment faire les choses dans les règles, c'est idéologiquement qu'on doit pouvoir convaincre de nouveaux Ivoiriens de rentrer en rébellion contre ce gouvernement. J'entends par rentrer en rébellion, refuser de cautionner les mensonges de ce gouvernement, toute la propagande qu'ils font, et de les sanctionner dans les urnes. Et en cela, je veux dire que moi, je suis persuadé que c'est un raz-de-marée dans les urnes, un raz-de-marée populaire dans les urnes pour sanctionner le RHDP qui va permettre la belle alternance qu'on veut. C'est exactement ce qu'on a vu aussi au Sénégal. Lorsque les votes sont serrés, lorsque les partis se tiennent, c'est plus facile de tricher. Mais lorsqu'il y a vraiment un raz-de-marée qui emporte les choses, c'est très compliqué de tricher. Et je veux qu'on arrête de se faire peur. J'entends encore des gens qui disent oui, mais ils maîtrisent la CEI, donc ils vont tricher, bourrer les urnes. Je pense très honnêtement que la plupart des partis politiques, en tout cas que moi j'ai côtoyé, ont aujourd'hui les moyens de sécuriser les élections, personnellement. Il y aura toujours des situations, notamment dans des zones très reculées, il y aura toujours des situations, mais soyons honnêtes, ce ne sont pas les zones reculées là qui font gagner les élections. Non. Il y a quasiment, je pense que plus de 50% des électeurs sont dans des grandes villes. Plus de 50%. Et il y a la possibilité aujourd'hui, et les partis l'ont bien démontré. Moi, j'ai suivi par exemple les élections municipales au plateau, puisque les bureaux de Jumia étaient au plateau à cette époque, et donc j'avais vu sur un des centres et j'ai suivi tout ce qui s'est passé. J'ai vu avec quelle maestria, on peut pas dire maestria, les militants du PDCI de l'époque ont sécurisé la victoire de Jacques Ewou, en fait. Ils l'ont fait sans avoir d'armes en main, ils l'ont simplement fait parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire au moment où chaque étape du processus devait se dérouler, que ce soit le vote, que ce soit le dépouillement, que ce soit les signatures de PV et tout ça. Donc je suis persuadé que il faut qu'on ne se trouve pas dans la sécurisation en réalité du scrutin, il se trouve dans encourager le maximum d'Ivoiriens à aller voter. C'est ça, parce que le taux de participation est trop bas. Et quand il est trop bas, ça arrange le parti au pouvoir, puisque, je veux dire, voilà la réflexion que je me fais.
Voilà un parti qui est depuis 15 ans au pouvoir. Ils ont le contrôle des chaînes de télévision. Ils ont le contrôle d'une manne financière que personne ne peut mettre en place aujourd'hui. Ils ont placé leurs militants à tous les postes dans l'administration, donc tout ce qui est maillage du territoire, en tout cas, ils sont en place. Bon, quand vous regardez tout ça, aujourd'hui, on peut clairement se dire qu'en termes de mobilisation, ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'avec les moyens qu'ils ont là, s'ils ont obtenu cette mobilisation, je sais pas, s'ils sont capables de faire par exemple 200 000 personnes à Ebimpe, c'est le maximum qui est là. Ils ne pourront jamais faire plus que ça. Parce que tous les moyens déployés, qu'est-ce qu'il faut rajouter d'autre? De l'argent, il y en a suffisamment. Des gadgets, des t-shirts, de la nourriture, il y en a suffisamment. Donc, si ça n'a pu attirer que 200 000 personnes, c'est que c'est seulement 200 000 personnes ils peuvent avoir. Mais et tous ceux qui sont dans la ville et qui ne s'intéressent pas du tout à l'élection ou à toutes les questions sur le débat public, c'est ces gens-là qu'il faut aller voir. Et pour faire ça, il faut être sur le terrain en tant que parti politique. D'abord, il faut être dans les médias, il faut être partout pour sortir des nouvelles affaires, déployer les critiques envers le gouvernement et ensuite mettre les gens sur le terrain pour aller s'assurer que tout le monde est au courant de ce qui se fait depuis 15 ans et qu'il faut sanctionner. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez tout ça, vous allez maintenant progressivement vers le scrutin lui-même. La sécurisation, moi, je suis persuadé qu'il ne va rien se passer à ce niveau. Aujourd'hui, on a la possibilité, vous avez des caméras de téléphone sur vos smartphones, vous avez Internet. C'est difficile aujourd'hui de faire du bourrage d'une comme on pouvait faire ça en 1990. Là. C'est plus possible aujourd'hui. Donc, je veux rassurer tout le monde que même dans des coins très reculés aujourd'hui, il y a la possibilité de sécuriser les votes. Et les partis politiques, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui sont rodés sur les questions électorales pour mettre en place des stratégies pour justement éviter ça. Mais le combat que les partis politiques ne peuvent pas faire, c'est le combat d'inviter les Ivoiriens dans les urnes. Ça, là, malheureusement, c'est tout un chacun qui peut faire ce combat-là lui-même. Mais ce sera beaucoup plus facile si chacun d'entre nous aide justement son parti à aller rencontrer le maximum de gens. Donc vous, qui êtes sur ce panel, chaque jour que Dieu fait, vous pouvez parler autour de vous, à vos jeunes, à vos voisins, à vos amis, pour vous assurer que dans votre réseau, à vous-même, là, 100% des gens sont intéressés par cette élection, 100% des gens s'intéressent au sujet de l'élection, et 100% des gens iront voter le jour J s'ils sont vraiment inscrits sur la liste électorale. Et je vais terminer sur un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Monsieur Deou, excusez-moi, hein, le secrétaire Diaoufoué a lancé une campagne de casserole, c'est-à-dire chaque dimanche, on est censé à partir de 20h25, et là c'est passé, on est censé avoir des casseroles et faire du bruit avec des casseroles en famille et tout. Donc j'aimerais, voilà, c'est de manière symbolique, Symboliquement. de faire comme ça sur le panel, voilà, pour montrer que c'est notre manière de protester. Donc je le fais comme ça de manière symbolique. Et je vous invite à le faire chaque dimanche à partir de 20h25 avec votre famille. Allez-y. Merci. C'est une excellente idée. Excellente idée. Donc, je termine sur le point du projet du candidat. Je pense qu'il y a une différence distincte entre le projet et le candidat. Il y a vraiment une différence distincte. Je ne pense pas que le projet sera différent si demain c'est M. Thiam qui est candidat ou si c'est par exemple M. J'oublie toujours, j'ai du mal à prononcer son nom m'échappe toujours, le secrétaire exécutif actuel, maire de Port-Boué, j'oublie son nom. Ewo, non pas Ewo, comment, on va dire ça, Emou Sylvestre, oui. Monsieur Emou Sylvestre. Emou, tout à fait, voilà. Donc, que ce soit M. Thiam ou M. Emou, le projet qu'ils vont porter, c'est pas le projet d'une personne, ce sera le projet d'un parti qui sera réfléchi au sein du parti, discuté, amendé et ainsi de suite. Donc, en fait, quand on va à une élection, il y a deux choses. On présente le projet de notre idéologie, de notre parti, et on propose la personne qui va incarner ce projet, qui a aussi lui aussi son image à vendre. Donc, je comprends que les deux sont importants, mais le projet n'en est pas moins important. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pense que en Côte d'Ivoire, en tout cas, le projet me semble ce qui manque réellement, en fait.
Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, aucun parti politique, aucun candidat n'a dévoilé réellement son projet pour la Côte d'Ivoire dans les 5 ans qui viennent. Et c'est très dommage, en fait. Parce que justement, en dévoilant le projet, ça permet, à ceux qui ont des critiques à faire, de les faire, mais ça permet aussi de mettre forcément à l'ordre du jour les critiques à formuler contre le pouvoir. Aujourd'hui, comme je disais, j'ai vu une publication sur le logement, de quelqu'un qui se plaignait du prix des logements. Si demain, le PDCI dévoile son projet qui concerne le logement, ce jeune-là, ce monsieur qui se plaignait, va être attiré, en fait. Donc, même s'il n'était pas attiré par la personnalité de M. Thiam ou la personnalité de M. Emou, il sera intéressé par le projet, en réalité. Voilà. Donc, ne se mettre que sur les candidats. Personnellement, moi qui ne suis pas un grand fan du culte de la personnalité, je trouve que c'est une erreur qu'on a toujours fait et qu'on devrait cesser de faire. Ce qui compte avant tout, ce n'est pas la personne qui porte le projet, c'est le projet lui-même. De sorte qu'on puisse interchanger la personne, mais garder le projet. Sinon, au final, on se retrouve à attendre d'un homme providentiel qui vienne nous donner la solution, alors que la solution doit être toujours collective pour avoir le plus d'adhésion possible. Ok, en tout cas, on va recueillir en même temps votre mot de fin pour cet échange qu'on a eu avec vous. Allez-y, Monsieur Do. Alors, ce que je peux te dire comme mot de fin, c'est que ce pays vous appartient autant qu'à tous les autres. Vous avez le droit largement de dire ce qui ne va pas. C'est aussi votre argent qui est dépensé. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous pensez. Et je pense que vous devez à tout moment le faire. Il est temps aujourd'hui de déconstruire totalement l'image que les gens se font de la politique. On ne peut pas s'adresser à telle personne, on ne peut pas critiquer tant. Bon, il y a certains trucs, faut pas tomber sous le coup de la loi, ça c'est clair. Mais ce que vous avez à dire là, dites-le sur tous les sujets possibles. Vous êtes des citoyens, vous n'êtes pas des sujets. Et en même temps, si vous discutez de ces sujets-là, vous devez propager, en griffe, la bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous devez autour de vous intéresser tous ceux qui sont autour de vous justement à la question de 2025. Que ça ne reste pas aussi je trouve ça un peu mou pour le moment en fait. Voilà. À 4 mois des élections, il n'y a pas aujourd'hui de grand débat public sur les sujets les plus importants. On ne fait que réagir, on est dans une stratégie de réaction à tout ce qui passe dans l'actualité, alors qu'on devrait plutôt, nous, en tant que parti d'opposition, ou nous, en tant que citoyens, impacter et choisir les sujets qu'on veut mettre en avant, et choisir le timing quasiment de l'élection. Donc, nous, en tant que citoyens ou en tant que société civile, on va continuer à faire ce qu'on fait tous les jours, critiquer, faire des propositions, mettre le débat sur la table. Et du côté des partis politiques, ce que je vous demande en tant que militant, ou en tant que sympathisant, c'est déjà, je pense que ce n'est pas méchant de vous adresser à vos leaders en questionnant la stratégie. Ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est parce que vous aimez votre parti, c'est parce que vous voulez voir le changement dans votre pays que vous le faites. Donc, n'hésitez pas à leur dire que vous aussi, vous voulez que le débat se fasse avec eux, entre vous et eux, et ensuite entre vous, le parti, et puis les autres Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, je trouve malheureusement que pour certains partis qui sont très grands, qui ont suffisamment de cadres, je les trouve un peu aphones. Même parfois sur des questions qui touchent quasiment leurs propres administrés. Voilà. Dernièrement, j'ai vu des publications qui m'ont un peu dérangé sur le maire Yassé, notamment sur les questions qui concernent les inondations à Cocody. Les gens estimaient qu'il n'avait pas suffisamment porté sa voix au secours des populations, ou en tout cas pour leur témoigner son soutien. Donc ça, c'est forcément gênant en fait pour un parti qui prétend défendre les Ivoiriens. C'était une occasion de le démontrer. Et ça, si vous, en tant que militant, vous n'êtes pas capable d'identifier ce manque de communication sur les sujets
sujet important et demander à ce que ces manquements soient réglés, vous ne faites pas du bien à votre parti, en fait. Voilà. Et malheureusement, parfois par culte de la personnalité ou bien je dirais, par déférence un peu trop exagérée, on a tendance à déifier nos hommes politiques, à dire que bon, ils savent quoi faire, ils savent ce qu'ils font. Non, parfois ils ont aussi besoin de vos conseils. C'est pas pour rien qu'ils s'entourent de conseillers. Donc n'hésitez pas à leur dire ce que vous pensez pour que voilà, que la vérité jaillisse de tous, quoi, et qu'on ait une adhésion à un vrai projet qui soit porté, que ce soit par M. Thiam, par M. Gbagbo, par qui vous voulez. Peu importe. Moi, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est une alternance en Côte d'Ivoire pour prouver aux Ivoiriens eux-mêmes que on n'est pas un pays corrompu. On a encore des gens qui croient à l'honnêteté, on a encore des gens qui croient à l'éducation, on a encore des gens qui croient au mérite. Et pour ça, il faut malheureusement se remettre au boulot très vite, mettre de côté les sujets un peu stériles et puis repartir sur une vraie critique du bilan des 15 ans de HDP. En tout cas, moi, je ne cesserai pas de vous remercier. Personnellement, j'ai pris plaisir à vous écouter. J'ai beaucoup appris et j'espère que ceux qui étaient avec nous aussi sur le live, depuis 17h, nous étions avec notre invité sur le panel de la TTN, Monsieur Éric Dohou, titulaire d'un master en marketing de l'Université de Poitiers. Il a été chef. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.